Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la JUCAF, Monsieur le Vice-président de la JUCAF, Mesdames, Messieurs les chefs de Cour suprême, Monsieur le Secrétaire général de la JUCAF, chers collègues. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette table ronde organisée par la JUCAF. Initialement, c'est le premier président Coulibaly qui devait faire cette communication, mais un cas de force majeure l'a empêché d'être présent ici parmi vous. Par ma voix, il vous transmet ses chaleureuses et fraternelles salutations et formule les vœux de succès de ce congrès. Toutes les cours suprêmes, et le Sénégal ne fait pas exception à la règle, sont confrontés à la question ou à la manière de dire le droit et d'être compris. Cette préoccupation est présente tout au long de l'élaboration de la décision, surtout dans les deux phases importantes que sont le délibéré et la rédaction de la décision. Comment essaie-t-on d'y parvenir au Sénégal? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Concernant le délibéré tout d'abord, je dirais que celui-ci étant une confrontation d'idées, il importe justement que toutes les idées puissent s'exprimer durant les différentes étapes de la procédure. Il faut donc que puisse s'instaurer un dialogue entre le juge et l'avocat, entre les parties et entre les différents juges. Et le dialogue avec les parties, le dialogue que doit instaurer le juge avec les parties suppose que si le juge de cassation envisage par exemple de soulever un moyen auquel les parties n'avaient pas pensé, il les invite à présenter leurs observations au préalable. Cette question est fort débattue chez nous et les avis sont partagés. La Chambre civile et commerciale a fait, elle, le choix d'inviter les parties à présenter leurs observations si elles constatent une irrecevabilité ou une déchéance qui n'avait pas été soulevée, si elles décident de renvoyer l'affaire devant la Cour commune de justice et d'arbitrage ou si elles soulèvent un moyen de pur droit. Je suis d'avis que cette consultation préalable, outre le fait qu'elle est imposée par le nécessaire respect de la contradiction, condition du procès équitable, permet à la Chambre d'éviter que sa décision ne fasse l'objet de critiques auxquelles elle n'avait pas pensé. Une autre question qui n'est pas en discussion, mais qui devrait l'être, car pouvant participer à l'amélioration de la décision, est la consultation d'une autre Chambre dans les questions qui sont transversales. Le dialogue avec le parquet aussi pourrait être amélioré. On attend de lui, on l'a dit ce matin, en plus de son avis technique, ce regard extérieur dont le juge a besoin et plus précisément le compte-rendu des débats qui agitent la société sur la question débattue. Après ces considérations générales, je voudrais signaler qu'en pratique, la date du délibéré est fixée par le président dès qu'il reçoit les conclusions du parquet général. Nous n'avons pas encore adopté la pratique qui existe à la Cour de cassation française, qui est celle de la conférence, qui est la séance au cours de laquelle le rapporteur vient présenter son rapport au président en présence du conseiller doyen et des présidents de section. Je pense que c'est une époque importante parce qu'elle permet au président peut-être de suggérer au rapporteur d'autres pistes ou bien de corriger carrément son rapport. Quand l'affaire vient en délibéré, la Chambre entend d'abord le conseiller délégué, le conseiller désigné en son rapport ainsi que l'intégralité du dossier ayant déjà été communiqué à tous les membres de la Chambre. Dans son rapport, le conseiller fait le résumé des différents moyens et expose les raisons pour lesquelles ces moyens sont ou non de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué et propose soit le rejet du pourvoi, soit la cassation de l'arrêt. Après l'exposé du conseiller rapporteur, le président fait état de la position du parquet puisque celui-ci n'est pas présent au délibéré. Néanmoins, si le
le parquet général a adopté une position différente de celle du conseiller rapporteur. La Chambre, le président, peut décider de l'inviter à venir dans la Chambre pour exposer son point de vue. Au délibéré, il n'y a pas de règle qui fixe l'ordre dans lequel les membres de la Chambre interviennent pour exposer leur point de vue sur l'affaire. Aux chambres réunies, on donne la parole uniquement à ceux qui veulent opiner et au fur et à mesure qu'ils se manifestent. Dans notre chambre, la chambre civile, l'ordre de prise de parole est déterminé par l'ancienneté, le premier à intervenir étant le conseiller doyen. On peut penser qu'avec peut-être cet ordre dans lequel les magistrats interviennent, peut-être que les derniers à intervenir étant les moins gradés pourraient avoir quelques réticences à contredire leurs aînés. Pour le choix de la décision, irrecevabilité d'échéance, cassation ou rejet, on applique la règle de la majorité. Si une majorité se dégage en faveur du rejet du pourvoi, c'est cette solution qui sera adoptée. Il n'est pas fait état des opinions minoritaires ou dissidentes. Il n'y a aucune voix prépondérante aussi, ni celle du président, ni celle du conseiller doyen. Vient ensuite la deuxième étape, qui est celle de la rédaction de l'arrêt et de la motivation. Nous n'avons pas au Sénégal un texte qui réglemente la manière dont sont rédigés les arrêts. Le Code de procédure civile se contente de quelques indications très sommaires. Nous nous inspirons exclusivement de la méthodologie de rédaction des arrêts de la Cour de cassation française, mais d'avant la réforme de 2019. Pour les arrêts de rejet, nous reprenons en général la motivation de l'arrêt attaqué pour montrer qu'il est régulier et que les critiques qui lui sont faites ne sont pas fondées. Nous nous contentons d'y ajouter de temps en temps un petit commentaire du genre « La Cour a retenu à bon droit ceci ou a justement relevé cela ». Il arrive néanmoins que dans les arrêts auxquels nous voulons donner une grande portée doctrinale, d'y insérer un chapeau intérieur pour donner la bonne interprétation de la règle de droit. Cette manière de motiver les arrêts de rejet par la reprise à notre compte des motifs du jugement attaqué nous vaut des critiques assez récurrentes de nos jeunes collègues du fond qui pensent que la Cour suprême fait preuve de paresse intellectuelle et qui se borne à reprendre la motivation de l'arrêt attaqué. Et pourtant, nous tenons avec eux régulièrement des rencontres pour leur expliquer notre manière de travailler. Quant aux arrêts de cassation, ils ont une présentation différente. Après l'exposé des faits de la procédure, la motivation prend la forme d'un syllogisme avec comme majeur la règle de droit violée et comme mineur la motivation critiquable de l'arrêt. L'arrêt de cassation comporte toujours le visa, donc c'est l'énoncé en tête de l'arrêt, comporte toujours un chapeau, c'est l'énoncé en tête de l'arrêt de la règle de droit qui est le support de la cassation et qui justifie l'annulation de la décision. Dans certaines affaires, néanmoins, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter à l'arrêt un autre chapeau, un chapeau intérieur avant le conclusif. Il nous arrive également, donc à la Chambre civile, dans la rédaction de l'arrêt, d'aller au-delà de la critique qui est faite à l'arrêt et de faire une petite entorse à la sacro-sainte règle, le moyen, rien que le moyen, en ajoutant à l'arrêt ce qu'on obiter dictum. Cette expression que l'on peut traduire par soit dit en passant, consiste pour nous à introduire dans l'arrêt une idée, une règle étrangère à l'espèce et qui ne résulte pas nécessairement des faits de l'espèce ou des écritures des parties. C'est le nombre assez réduit de pourvoirs qui ne nous donne pas souvent l'occasion donc de nous prononcer, d'affirmer notre jurisprudence et qui nous oblige, quand l'occasion s'y prête, peut-être d'insérer dans l'arrêt ces obiter dicta. Voulant corriger l'hermétisme et le caractère laconique de ces arrêts, nos collègues français ont imaginé, avant la réforme, plusieurs procédés pour expliquer le sens des arrêts, notamment les communiqués, la publication des rapports et des avis du parquet général, etc.
Il n'est pas d'usage chez nous de communiquer le rapport et l'avis du parquet général, même dans les bulletins. En revanche, il est arrivé que nous fassions un communiqué qui accompagne l'arrêt, non pas pour expliquer la solution juridique, mais pour rendre compte à l'opinion publique de la décision qui a été prise dans des affaires très suivies, par exemple dans des affaires impliquant une personnalité politique. Les arrêts qui sont publiés au bulletin font l'objet de ce qu'on appelle un enrichissement par l'adjonction d'un sommaire et d'un titrage dont le but est d'améliorer la compréhension de l'arrêt et faciliter les recherches dans les bases de données. Pour conclure, je voudrais signaler qu'il n'y a pas encore eu à la Cour suprême du Sénégal un débat ou des réflexions ou études sur la manière de mieux rédiger les arrêts et de mieux les motiver. Et pourtant, cette réflexion sur l'amélioration de la qualité de nos décisions est plus impérieuse chez nous qui utilisons une langue étrangère. Si le style de rédaction et de motivation à la française n'est pas bien compris en France, peut-il l'être au Sénégal, pays ayant un taux important de personnes non scolarisées et n'ayant pas en outre un barreau spécialisé. D'ailleurs, des requêtes en rabat d'arrêt, quelquefois, nous sont formées par des avocats tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce que le juge de cassation a voulu dire. Tel celui-là qui, dans sa requête en rabat d'arrêt, a repris les motifs de l'arrêt attaqué en indiquant que c'était là la partie critiquée de la décision que la Chambre lui reproche de n'avoir pas indiqué pour déclarer son pouvoir irrecevable. Vous voyez bien que cet avocat-là ignore que la partie critiquée de la décision, c'est le chef de dispositif que l'on veut attaquer. Je dois, une minute pour conclure, Madame la Présidente, je dois à la vérité de dire que si cela ne dépendait que de la volonté du premier président, on aurait depuis longtemps abandonné le style indirect et les attendus. Mais lorsqu'il en a émis le souhait, personne n'a soutenu son idée, à part moi. Je formule donc le vœu que dans très peu de temps, les partisans du style direct, de la motivation enrichie seront majoritaires à la Cour de cassation du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.